Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre assemblée générale de l'ADIF, Association pour le digital et l'information en pharmacie. Nous devrions aujourd'hui être 18 en présentiel et 11 en visio. Je laisse Philippe Soufi faire le décompte, faire signer donc les présents. Nous avons obtenu 161 pouvoirs et arrête de bafouiller Agnès. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre assemblée générale de l'ADIF, Association pour le digital et l'information en pharmacie. Aujourd'hui, nous devrions être 18 en présentiel et 11 en visio, mais je laisse Philippe Suffy faire le décompte des gens réellement présents. Nous avons obtenu par notre sondage 161 pouvoirs et le nombre d'adhérents au 15 juin était de 1845. Nous sommes une association loi 1901, donc nous devons nous plier chaque année à faire une assemblée générale ouverte à tous et qui comporte trois étapes essentielles et obligatoires. Le rapport moral de l'année qui vient de s'écouler, le bilan financier 2020 également, et les projets pour l'année qui suit. Nous allons donc commencer par le rapport moral 2020 et nous allons d'abord étudier le bilan administratif. Nous effectuons en effet nos assemblées générales depuis longtemps maintenant au moment d'Opifarm. L'année dernière, nous l'avons fait en visioconférence à cause du coronavirus. Vous voyez également qu'en 2020, nous ne nous sommes pas du tout rencontrés, nous, membres du conseil d'administration. Et nous avons par contre le même nombre de réunions téléphoniques pour faire le point mensuellement sur nos activités. Justement, je demande à tous mes bénévoles en fait de faire le décompte de leur activité au cours de l'année. Il s'agit ici de l'activité 2019-2018. Nous nous répartissons les différentes tâches. Nous sommes une équipe d'à peu près une vingtaine de bénévoles que je remercie chaleureusement pour tout le travail qu'ils effectuent. Nous voyons sur cette diapositive que nous avons environ une centaine d'heures aujourd'hui qui sont consacrées par mois par nos bénévoles. Voilà, et si on valorisait du coup au tarif horaire auquel on devrait être payé, plus les charges sociales, cela signifierait presque 100 000 euros annuels du coup de charges, enfin de valorisation de tout ce travail. Donc là encore, je ne peux que les remercier pour tout le travail qu'ils accomplissent au quotidien. Au niveau de la communication, nous sommes présents sur les réseaux sociaux grâce à Mathieu qui s'occupe de nos réseaux Facebook, Twitter et YouTube avec 531 abonnés, 720 followers. Il n'y a pas eu de stand Opifarm l'année dernière à cause du coronavirus, bien entendu. Et nous avons fait 3 newsletters pour 8700 abonnés. Au niveau du site web, nous faisons depuis maintenant 5 ans la sous-traitance de la maintenance à une société qui s'appelle Octopus, qui travaille très très bien. Nous sommes tous nos serveurs sont chez OVH et heureusement nous n'avons pas subi le fameux incendie qui les a ravagés il y a quelque temps. Nous utilisons un outil qui s'appelle Sympa pour nos listes de discussion et le site web est construit grâce à un système open source qui s'appelle Joomla. Voilà, et nous sommes tout à fait satisfaits de cette évolution qui a eu lieu en 2018. Nous sommes certifiés depuis 11 ans maintenant HON, Health on the Net, voilà, qui garantit en fait un ensemble de critères de qualité du site web. Nous avons fait quelques améliorations au cours de l'année 2020. Eh bien, on a mis en conformité par les RGPD, avec les RGPD, qui sont donc plein de choses qui permettent de garantir en fait la sécurité des données personnelles qui sont recueillies par l'intermédiaire de notre site. C'est un travail qui est en permanence. D'ailleurs, on va le voir dans les projets 2021, on va encore continuer plus dans cette voie. Donc, on a créé nos RGPD, on les a appliqués et voilà, et on continue parce qu'il y a différentes choses à faire. Et notamment, dans ce cadre des RGPD, on a supprimé les données qui étaient échangées au moment des petites annonces. Voilà, parce qu'il y avait, au moment de répondre aux petites annonces, on utilisait le formulaire de la DIF. C'était des données qui étaient stockées sur notre site.
Donc après, on a dit non, c'est pas des choses qu'on doit stocker, voilà, qui sont des données en plus un peu sensibles, d'emploi, de données personnelles, des fois de CV. Donc du coup, on a tout supprimé et donc c'est redevenu, on a laissé du coup les gens communiquer maintenant par mail. Et puis, petite amélioration, mais qui peut être pas négligeable, c'est pour le wiki, on a la possibilité maintenant d'imprimer nos fiches. Au niveau du site web, on a des documents de travail, je vous le rappelle, on en a un petit peu ajouté cette année, en 2020, plus 7. On a ajouté 5 référentiels, qui nous donnent maintenant 45 référentiels sur le site. Les textes officiels, comme d'habitude, sont très nombreux, donc on en a ajouté 200 en 2020. On a 2819 textes officiels qui concernent la pharmacie hospitalière. Et au niveau du wiki, on est à 353 fiches. Ça veut dire qu'on en a ajouté une douzaine. Alors, les fiches wiki, je vous rappelle, en fait, on a des listes de discussion, vous savez, qui nous permettent donc de partager de l'information. Et en fait, on fait des fiches de synthèse. On les rédige, on les valide, on les publie sur les meilleurs sujets, voilà, qui vous permettent, quand vous êtes adhérent, de récupérer des sujets qui éventuellement vous intéresseraient alors que vous venez juste de vous abonner. Donc, on a fait en 2019 42 mises à jour, en 2020 30, et cette année, on a un gros boost parce qu'on a remotivé l'équipe wiki. On est à 50 mises à jour alors que ça fait seulement 6 mois. Et là, un truc qui est intéressant, je trouvais, c'était de montrer les fiches, les wikis les plus consultés. Par exemple, l'insuline Tougeo versus Lantus, l'évaluation de la pertinence de la prescription des IPP, le relais valproate et dérivés et risque en cas de grossesse, le droit à l'autoprescription des médecins et qui doit ranger les médicaments dans les services de soins. Plein de discussions. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui sont visiblement très, très prisés. Au niveau du site web, on a des très très bons chiffres en fait au niveau des statistiques de consultation. Là, vous voyez ici, nouveau site en avril, on était à 225 000 visites par an. Aujourd'hui, on est à 300, pour être exact, plus de 300 000 du coup. Ça fait à peu près 860 visites par jour. Donc, c'est assez énorme, plus 3%. Et comment? J'ai bougé un truc. Ah oui, j'ai bougé celui-là, là. Je voudrais que je le réduise en fait. Non, déplace-le à gauche. C'est ce que j'essaie de faire. Il veut pas. Voilà. Et merci. Au niveau des pages vues par jour, on a 1 790 000 pages vues en 2020. C'est une petite baisse, en fait, on voit que c'est un petit peu baissé, mais ça fait en gros presque 5 000 pages vues par jour. Donc c'est quand même un trafic qui est vraiment intéressant pour une petite association comme la nôtre. Les pages les plus vues, ça c'est intéressant, je trouve, tout ce qui est gestion, alors accueil connexion à son compte, vous voyez que ça fait 4500 fois par jour, donc c'est à peu près une fois par adhérent. Donc les gens qui sont adhérents à la DIF, en fait, ils y vont vraiment très régulièrement. Et les petites annonces, on est à 1500 consultations par jour, 1590 pour être précis, avec un gros succès en fait de l'affichage par carte. Vraiment, ça c'est un développement qu'on a mis en place et qui est vraiment très intéressant. Au niveau documents de travail et référentiels, on est à 76 par jour, wiki 36. L'annuaire des pharmaciens continue à être consulté avec 26 consultations par jour. Et puis la simulation, petite part ici, hein, mais en fait gros succès quand même, avec 5 pages par jour. C'est une moyenne hein, sur l'année, mais voilà, c'est quelque chose qui, on le sait, va se développer énormément. Les textes officiels 18, les événements professionnels, par contre, c'est 2. Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup. On se dit, est-ce que ça a vraiment un intérêt aujourd'hui de peut-être continuer cette page? C'est une vraie question qu'il faut se poser, je pense. Parce que c'est peut-être pas une grosse. Ouais, mais bon, à voir. Non, c'est parce que quand ça a été lancé, c'était une. Oui, mais c'était quand c'est. Oui, mais par les professionnels. Oui, mais ils sont servis pour ne pas se marcher sur les pieds les uns des autres. Oui, mais maintenant, on a d'autres, je pense, on a beaucoup d'autres moyens de communiquer, en fait, et que les gens ne vont pas spécialement. Enfin, après, la maintenance, elle n'est pas forcément très forte, mais je pense que le nombre d'événements aussi n'est pas très important. Donc, voilà, on se posera cette question-là un peu plus tard.
Les docs de travail les plus vus, je trouve que c'est intéressant de les montrer. L'équivalence des pansements, c'est un document collaboratif. Les médicaments potentiellement inappropriés à la pratique médicale française, c'est la fameuse liste de Laroche. Et rupture de la chaîne du froid, qui sont un document collaboratif. Alors, quand on dit collaboratif, ça veut dire que chacun peut participer, en fait, à la production, en fait, de ce document. Il y a des experts qui sont nommés, mais si vous cherchez une info, par exemple, et qu'elle n'y est pas, et que vous la trouvez ensuite par la suite, vous pouvez la communiquer aux experts pour qu'ils puissent l'ajouter dans le tableau. C'est aussi comme ça que ces tableaux-là vivent et évoluent du coup au quotidien, parce qu'on sait que toute liste doit être vivante, sinon, de toute façon, elle n'a plus d'intérêt, elle n'est plus consultée au bout d'un moment. Les listes de discussion, là, ça c'est pour montrer le taux d'abonnement en fait. J'ai pris un total de 1642 adhérents hospitaliers plus officines. Il y a une moyenne de 40% qui sont abonnés aux listes. J'ai pas les statistiques précédentes, mais vraisemblablement on est en baisse de cet abonnement. Si on détaille surtout, en fait, il y a une grosse part d'hospitaliers. Les hospitaliers sont plus à 60% et les internes plus à 4%. Voilà. Donc on voit bien le net des intérêts en fait des nouvelles générations pour le mail. Ils ont besoin d'autres méthodes de communication. Donc il faudra sûrement penser aussi à évoluer vers d'autres choses qui sera plus séduisant du coup pour les jeunes générations. Voilà. Et là vous voyez le plus gros succès c'est médicaments avec le plus d'abonnés. Et après, on a égalité divers, la liste divers et la liste DMST. Au niveau des listes de discussion, on a une baisse pendant l'année 2020 d'à peu près 14%, mais on reste quand même à 1834 messages échangés en 2020, donc ça fait à peu près 5 par jour. Donc ça, c'est hors petite annonce. Vous voyez ici, donc on a la plupart, c'est dans les médicaments, mais on a aussi beaucoup la liste divers. Pour l'année du coup 2020, on a eu quand même une baisse de 40% sur la liste médicaments. La liste divers, elle diminue de 7%. Voilà. Par contre, on a des forums ici qui, vous voyez, sont apparus en 2018, avec très peu de forums en 2018. Et en 2019 et 2020, on a à peu près 250 messages qui ont été échangés sur ces forums. Donc là, on voit aussi que c'est en train de progresser. D'ailleurs, c'est la diapo suivante, puisque voilà, on voit les gens abonnés aux différents forums. On en a 20 en fait qui sont créés aujourd'hui. On en a des nouveaux, vous les voyez ici, notamment la liste Automate, la liste Expert Santé, Mac2 et Orbis. Voilà, celle qui a plus d'abonnés, c'est celle qui est dédiée à pharma et c'est assez curieux parce qu'en fait, c'est celle qui vit le moins. Il y a le moins de messages en fait sur cette liste. Par contre, vous avez des Osiris qui sont très productifs. Voilà, et surtout, on a de plus en plus d'abonnés à ces forums. On a 1618 inscrits sur 22 forums, donc c'est quand même beaucoup et une augmentation de 36% par rapport à 2019. Vous voyez les forums ici, il y a 385 messages échangés en 2020 et vous voyez ici que Osiris tient la barre haute. Ensuite, on a Hôpital Manager, après on a Cortex et enfin Cariatide. Il y a 600 messages échangés donc depuis le début, depuis la création en 2018. Les petites annonces, ça c'est quelque chose qui est très puissant chez nous puisqu'on a 6 annonces par jour, 2240 en 2020. 95% sont des offres d'emploi. Et parmi ces offres, 70% sont des offres de pharmaciens hospitaliers, 30% pour les préparateurs. Voilà, c'est vrai qu'on est assez maître sur le marché. Et dans les offres d'emploi, en fait, il y a 30% en CDI et 70% sont des CDD remplaçants. Mais on a une petite baisse quand même. On voit que depuis 2017, en fait, on diminue régulièrement en fait, le nombre de petites annonces. Là, on est à moins 12% par rapport à 2019. Les associations hébergées, alors il y a des associations régionales, des sites aussi, avec plus récemment le QAP, le club utilisateur des automates de pharmacie, voilà, qui est tout nouveau et pour lequel on est en train de développer de nombreux services. Donc pour eux, en fait, pardon, ça c'est les dernières associations régionales. Pour eux, on propose des blogs, mais aussi des listes de discussion, voilà, qui sont donc disponibles sur le site pour une somme tout à fait modique.
Et maintenant, je vais laisser la parole à notre équipe simulation, puisqu'en fait, un des gros sujets de la simulation de la DIF aujourd'hui, un sujet en plein essor et qui est séduisant du coup pour la jeune génération, c'est la fameuse simulation en santé. Du coup, Simon, je te laisse la parole. Merci Agnès, tu me coupes si je parle trop parce que j'ai l'habitude de trop parler. Merci. Philippe, tu as le droit aussi. Un point rapide sur les conventions, parce que vous savez, les outils que nous proposons sont soumis à convention pour ceux qui ne sont pas pharmaciens hospitaliers adhérents. Et vous voyez qu'il y a une augmentation significative des entrées financières permises grâce à l'utilisation de ces outils qui est assez modique. On part sur du 2 € par apprenant et par an, rien à voir avec les tarifs appliqués des industriels du secteur. En termes de connexion, là encore, ça progresse, beaucoup moins que les autres pages, Agnès l'a déjà montré, mais on est sur des pentes qui sont favorables. Et parmi les outils utilisés, on voit que la première version reste toujours la plus plébiscitée, c'est normal, c'est la plus généraliste, la plus connue. La version de démo plaît bien, on voit que les gens ils vont tester. Et puis après, on voit une répartition assez homogène entre les différents outils. Et bien souvent, les plus récents sont les moins utilisés, ce qui paraît tout à fait logique. Sur ce qui a été réalisé en 2020-2021, parce qu'on a travaillé quand même malgré la pandémie, il y a eu un gros travail de relooking de la navigation, et là, il faut rendre à Agnès ce qui appartient à Agnès, c'est elle qui a fait la plus grande partie du travail technique, avec des ajouts de pages, c'est plus esthétique, c'est plus ergonomique. Il y a eu un clip vidéo qui a été tourné, forcément retardé avec la pandémie, mais qui est actuellement sous presse, qui va bientôt pouvoir sortir sur YouTube. Et puis, on avait beaucoup de questions d'adhérents, ou de non-adhérents d'ailleurs, qui voulaient utiliser les outils. Et donc, on a fait une réunion en visio qui nous a permis donc d'expliquer un petit peu comment on pouvait utiliser l'outil. Et cette vidéo est disponible sur YouTube, bien sûr. On peut la revoir autant de fois que l'on veut. Les outils disponibles, pour rappel, on avait commencé en 2016 avec une version MCO, en 2017 une version Cancero, 2018 on avait parlé de conciliation, en 2020 on avait présenté ici en le projet de Néonat. En 2021 on a l'arrivée d'un nouvel outil SimuPerf, et puis un English version qui sera présenté par Paul, qui est meilleur en anglais que moi. Concernant SimuPack, on n'a pas pu avancer énormément, on est toujours sur la version 2018 et une version grand public. Vous verrez qu'on va s'y remettre. Et pour le côté DM, une version sondage urinaire en 2018 et 2020. On a continué à travailler avec une version sensibilisation, bon usage général. Je la présente juste après. Donc, je vous fais un focus sur les 3 produits qui sont encadrés là, et Paul terminera par une autre collaboration qu'on a au niveau national. Donc, SimuPerf, c'est une collaboration entre la DIF et le groupe hospitalier du Havre, et qui a en plus permis un travail de thèse d'Eva Coulpier, encadré par Thomas, qui travaille avec nous sur différents outils de simulation. L'objectif, c'était de parler de préparation, d'administration des journées de table, plutôt une cible donc infirmière, avec un groupe de travail multicentrique, interprofessionnel, je vais passer. Des erreurs retenues, toujours la même méthodologie, on fait un brainstorming d'erreurs, qu'est-ce qui déconne dans nos établissements. On en choisit en fonction de critères de pédagogie, de fréquence, de gravité, bon, peu importe. Et donc, ce qui vous permet en tant qu'adhérent d'avoir des outils qui vont permettre d'aborder avec les équipes sous le format simulation toujours numérique, parler de prescription médicale, est-ce que c'est bien passé ou pas, d'asepsie, de stockage, d'interruption de tâches, d'étiquetage, déchets, identito, préparation. Les environnements, là, c'est sympa parce que le Havre a permis de faire de nouvelles séquences. Et vous voyez que ça a été fait pendant la pandémie parce qu'il y a des masques. Donc ça nous permet aussi de renouveler un peu les environnements, parce que c'est toujours un peu pénible d'avoir toujours accès à moi dans le lit ou Agnès qui joue le pharmacien qui débarque dans le service. Et toujours le même principe avec des erreurs et des fiches corrigées avec des rappels sur les bonnes pratiques. Donc les résultats attendus, c'est une amélioration évidemment des connaissances infirmières et qualité des soins. Là, ce qui était intéressant par rapport à la demande du groupe hospitalier du Havre, c'était de se baser finalement sur un élément d'amélioration par rapport à la certification. Et donc, ça a été inclus dans une stratégie établissement, ce qui peut être d'ailleurs une de vos stratégies pour utiliser l'outil, se baser sur peut-être des carences institutionnelles pour promouvoir des démarches. C'est le déluge dehors. Et puis, bien évidemment, l'objectif pour le groupe hospitalier du Havre et la DIF, c'est de pouvoir utiliser ces outils en IFSI principalement, mais également en centre de simulation. Il y en a notamment un au groupe hospitalier du Havre. Le deuxième outil que je voulais présenter rapidement, c'était la nouveauté sur le SimuDM sensibilisation, qui est un outil donc
généraliste qui permet notamment de promouvoir des outils de formation plus spécialisés, comme le sondage urinaire, mais il y en aura certainement d'autres à venir, parce qu'il va permettre de parler de pleine cicatrisation, de nutrition, de sondage urinaire, d'abord vasculaire et de DMR au sens large. Donc globalement, vous voyez un champ assez large, des situations de soins aussi à différentes étapes, que ce soit sur la prescription, la traçabilité, l'hygiène, des règles de bon usage d'utilisation, d'élimination des produits. Toujours le même principe, des erreurs identifiées, 15 en l'occurrence. N'hésitez pas à aller le tester. Et je passe la parole à Paul pour les deux outils suivants. Désolé, j'en montre pas de. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Paul Beignet, je suis arrivé assez récemment dans la diff grâce à Agnès et Simon assez récemment. Donc là je vais vous présenter la version anglaise qui a été faite. En fait c'est parti de la version Iatromed initialement faite, Iatromed 360, avec pour objectif une ouverture sur l'international. Qu'est-ce qui a été fait justement dans cette version anglaise? Donc il y a une traduction de l'ensemble du dossier informatisé de la prescription. Une traduction également de toutes les légendes, une traduction du questionnaire de satisfaction et du questionnaire de recueil des erreurs, et aussi qui vient d'être fini là il y a très récemment la version corrigée qui est disponible sur le site internet. Tout ça a été fait grâce à l'aide de Jacqueline Suru qui est de la FIP, pardon, de la Fédération internationale pharmaceutique, qui nous a bien aidé dans la relecture de la traduction qui avait été effectuée. L'intérêt de cet outil, c'est pour une ouverture internationale, c'est un petit peu comment dire, on a envie, mais est-ce que ça se fera? On verra comment ça évolue. C'est ambitieux, mais c'est intéressant. Ouverture à l'international. Initialement, on avait été sollicité par le COST, qui est l'European Corporation in Science and Technology, pour faire un workshop à Palerme en mars 2020. Donc on avait été sollicité pour faire tout ça. Donc c'est suite à ça que Agnès et Simon étaient venus me chercher. Juste parenthèse, c'était sur les ruptures de stock. On ne sait pas très bien pourquoi on a été invité spécifiquement. On était quand même content de pouvoir présenter les outils sur des pharmaciens, publics de pharmaciens internationaux. C'est pour ça qu'on avait bien évidemment dit oui. Mais c'était pas vraiment dans le scope de la simulation en santé. Donc ça n'a pas pu avoir lieu du fait du Covid, mais ça a au moins donné l'idée de faire cette version corrigée, et on a pu plus se poser et vraiment essayer de faire une traduction de qualité qui n'est pas juste du Google Traduction. Et récemment, on a été du coup sollicité par Jacqueline Surig. Donc on l'avait sollicité initialement pour pouvoir relire toute la traduction. Et en contrepartie, elle nous a parlé de la possibilité de présenter Iatromed en anglais pendant un webinaire. Qui serait diffusé, qui aura lieu en septembre. Donc ça colle bien avec la fin de cette version en anglais qui a été faite. Donc voilà sur la version en anglais qui est disponible en accès total sur le site de la DIF sans forcément besoin d'être connecté et adhérent. Ça va être la transition sur le module LMS 360 pour la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse au bloc opératoire. Donc ça, c'est le deuxième projet sur lequel je travaille actuellement. Donc ça sera également mon projet de thèse. Et c'est un travail qui est fait en lien avec les différentes sociétés savantes. Donc la Société française de pharmacie clinique, la SPHAR, le CEPHAR, Sopra-Sims et la DIF pour tout ce qui est côté technique et simulation en santé. L'objectif de cet outil, c'est la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse au bloc opératoire. Et comment cela est possible grâce à 3 volets. Donc la réalité virtuelle, où on veut que l'apprenant se trouve dans des conditions réelles, donc comme toutes les simulations qu'il y a eu actuellement au niveau de la DIF. Ce qui est nouveau, c'est le LMS, le Learning Management System, qui permet le suivi de l'apprenant. En fait, c'est un Moodle, ça permet le suivi de l'apprenant, d'avoir des courbes d'apprentissage et d'avoir vraiment un suivi au cours du temps de l'évolution de l'apprenant. Donc ça permet d'intégrer ce projet-là dans la formation initiale et dans la formation
continue. Et tout ça, bien sûr, en lien avec la simulation en santé qui prend de plus en plus de place dans la formation que ce soit des internes ou que ce soit dans la formation de tous les professionnels de santé. Ouais. J'espère que j'étais assez rapide. Ouais, C'est bon, ça va, ok. Ouais. J'ai pris le rythme de Sion. C'est ça. Bon, bah, du coup, on a terminé avec le rapport moral de l'année 2020 et elle est soumise à vote. Donc, il y a des gens qui ont donné leur pouvoir, mais les gens présents, bien sûr, peuvent voter. Donc, on va faire simple, hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, bah donc votez à la majorité le rapport moral 2020. Je vous remercie. Et donc, on va maintenant passer la parole. Alors, aujourd'hui, il devait y avoir Patrice Carbone, qui n'a pas malheureusement pu venir aujourd'hui, donc qui est notre trésorier et qui nous a préparé toutes les diapositives. Et donc, je vais passer la parole à Philippe Sioufi, qui est notre secrétaire et donc qui va vous présenter le rapport financier 2020. Donc, en l'occurrence, je vais faire assez synthétique, hein, parce que c'est pas ma spécialité. Moi, en tant que secrétaire, l'essentiel consiste à préparer les cafés de la présidente. Donc, les finances, c'est pas trop mon truc. Alors, pour vous dire que nos ressources, il faut rappeler quand même que la DIF, c'est une association qui est totalement indépendante d'un financement public ou privé par les laboratoires, hein. On est financé essentiellement par les cotisations de nos adhérents. Les petites annonces, c'est gratuit, à l'exception de certaines facturations que l'on soumet à des cabinets de recrutement, puisqu'ils sont intéressés par l'utilisation de notre site. Donc, c'est surtout, ils sont intéressés, mais en plus, ils nous demandent beaucoup de travail. Oui. Et c'est quand même leur fonds de commerce. Donc, on trouvait ça assez juste. Parce que les modérateurs, quand même, ils prennent beaucoup de temps. Des fois, ils sont un petit peu vite fait, quoi. Dans les modérateurs, ils vont débrouiller. Et du coup, on s'est dit que c'était quand même pas mal de nous faire contribuer à l'outil, parce que l'outil évolue aussi grâce à ce genre de somme. Et donc, on a fixé la rétribution à 800 € par an par crédit. Donc, c'est pas notre ressource essentielle. Non, voilà, vous savez donc que notre ressource principale, c'est les cotisations des hospitaliers, qui est la cotisation étant de 25 € par an. Pour les internes et pour les officinaux, c'est gratuit. Et puis, nous avons une petite source de financement qui est aussi toutes les associations hébergées, puisque on leur fournit un support technique qui est non négligeable. Donc, au niveau bilan financier, vous voyez que on avait eu un petit creux en 2017 au niveau du nombre des adhérents, mais finalement, petit à petit, c'est bien remonté pour revenir à des chiffres qui sont tout à fait satisfaisants. On a quand même 1493 adhérents payants, et puis surtout, on a près de 200 internes. C'est beaucoup mieux que les années précédentes, ce qui, normalement, augure d'une future adhésion quand ils seront diplômés, on espère en tout cas. Alors, à noter aussi que les internes, maintenant, la grande nouveauté, c'est qu'ils sont gratuits pour l'ensemble de leur internat. Donc, avant, c'est vrai qu'on leur demandait de réadhérer chaque année, et puis on voyait bien que c'était un peu pénible. Donc là, maintenant, ils sont adhérents et ça court pendant la durée de leur internat. Donc, si on regarde un peu la comparaison avec 2019, on voit donc qu'il y a eu une baisse des revenus par rapport aux conventions de simulation. En fait, c'est parce qu'on en a signé beaucoup en 2019. Donc, forcément, en 2020, il y en a un petit peu moins. Alors, juste une petite précision, les dons à l'OASO, vous savez qu'on a mis en place aussi une plateforme pour faire des dons. Donc, il y avait eu un petit engouement au début, et puis bon, maintenant, voilà, on avait fait une campagne un peu promotionnelle. Bon, on verra ce que ça donnera. Les cotisations des associations, c'est toujours stable. Et puis, donc, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a ces cabinets de recrutement que l'on fait maintenant payer pour leurs petites annonces. Donc voilà un peu des chiffres un peu plus précis, hein, voilà, par rapport, dont certains vous ont déjà été donnés, notamment les conventions, hein, qui nous rapportent effectivement pas mal d'argent. Enfin, le gros fer de lance, effectivement, c'est toujours les cotisations d'adhérents. Au niveau des dépenses, je vais aller assez vite. Donc, les points importants, c'est que par rapport à 2019, nous avons diminué nos dépenses. Bon, c'est fortement lié au contexte sanitaire d'abord, puisque nous n'avons pas fait d'OPIFORM, nous n'avons pas fait de conseil d'administration comme on fait généralement une fois par an en présentiel, où on se retrouve tous ensemble.
Nous avons diminué également nos dépenses de maintenance et d'évolution du site, mais parce qu'elles avaient été assez importantes les années précédentes. Voilà, quoi dire de plus? Bon, il y a un petit peu de dépenses de logiciels et de matériel informatique qui ont augmenté, mais globalement, nos dépenses sont en baisse. Donc le résultat, il est tout à fait satisfaisant. On a une trésorerie qui est bien positive et qui nous permet de voir un peu l'avenir de manière sereine. On a même un petit excédent. Petit excédent. T'as 20 000 balles d'excédent. Donc, ouais, non, c'est pas mal. Ça veut dire Alors, c'est pas mal du tout, voilà. Et notamment dans la simulation, hein, parce que ça, on sait très bien que c'est, je vous l'ai dit, quelque chose en plein essor. Et qui coûte un peu d'argent, quand même. Et qui coûte un peu d'argent. Et qui coûte de l'argent, qui va finir par coûter, parce que le LMS dont parlait Paul tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant. Et les gens qui font les formations sont vraiment intéressés par ça, mais du coup c'est coûteux et donc voilà, la mise en place nécessitera certainement un investissement important. Donc cette réserve sera tout à fait la bienvenue. Donc petit rappel que vous connaissez peut-être, nos comptes sont toujours validés par 2 rapporteurs aux comptes qui sont des anciens membres de la DIF et avec des rôles historiques très très importants, certains fondateurs, Marie-Claude Bongrand et Christian Dereau, donc Christian d'ailleurs qui est présent dans la salle, et Marie-Claude qui est en visio, oui. Et qui nous entend. Merci Philippe. Derrière Marie-Claude. Et donc qui ont validé nos comptes, voilà. Mais peut-être qu'ils peuvent alors, intervenir. Christian va peut-être vous dire un mot. Ah oui, oui. Nous avons des choses à dire. Merci Christian. Bon, vas-y, alors, si tu veux parler, Marie-Claude. Non, mais vas-y. Donc, on s'est concerté avec Marie-Claude, d'une part pour vous dire que les comptes fournis sont parfaits. Comme toujours. C'est exceptionnel. Je dois dire aussi que l'équipe de la DIF a fait beaucoup d'efforts pour les dépenses sont vraiment très très faibles. Je pense qu'ils doivent tous payer de leur poche. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un compte, un excédent important. Donc pour les membres de la DIF, je crois qu'il faut vraiment leur dire qu'ils peuvent être tranquilles avec les fonds et leurs cotisations parce que c'est vraiment très très bien géré. Voilà, un grand bravo. Exemplaire et un grand bravo à tous. Voilà. Merci beaucoup Christian. Merci. Donc voilà, on passe au vote. Comme pour le rapport moral, vous savez qu'il faut voter le rapport financier. Donc on va faire pareil. Je vais demander qui vote contre, qui s'abstient. Vous avez des questions, vous avez peut-être des questions à propos de... Non. Chouki, tu veux pas vraiment? Non. Qui s'abstient? Personne. Eh ben, on vous remercie. On vous remercie. Merci aussi le trésorier, qui c'est vrai. Oui, parce que c'est lui qui a fait le travail. Du coup, maintenant, je vais reprendre la parole pour vous présenter les perspectives 2021. Donc, certaines sont déjà mises en place. Il y a d'abord les prévisions du coup financières. Et si on n'a pas de sous, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais dire juste un mot sur les perspectives de 2021, donc 2021 et puis un peu anticipé pour les années qui suivent. Donc on développe de plus en plus les conventions et tant mieux, parce que c'est une source de financement qui est assez utile. La facturation des annonces d'emploi par les cabinets de recrutement, on pense que ça va progresser également. Et puis il y a toujours les associations et les internes pour lesquels on ne change pas nos modalités de financement. Au niveau des dépenses, on prévoit qu'on va avoir une petite augmentation des charges d'exploitation, notamment au niveau de la maintenance du site, et qu'on probablement reviendra à peu près au niveau de dépenses qu'on avait l'an dernier. Idem pour les frais d'organisation des conseils d'administration, puisque si la situation sanitaire le veut bien, on va reprendre un fonctionnement à peu près normal.
La simulation en santé, comme on vous l'a dit, ça prend de plus en plus d'ampleur, donc ça coûte de plus en plus cher. Et puis on aura également un petit peu à renouveler notre parc informatique pour un certain nombre de membres du bureau qui ont besoin d'outils performants et à jour. Mais là, c'est le trésor équipant, toujours maintenir l'exercice en excédent, c'est son credo. Voilà. Et je laisse la parole à Agnès pour la suite. Oui, enfin, ça va peut-être se rediscuter, parce que 20 000 euros quand même d'excédent, on va peut-être le réinvestir. C'est pas la peine qu'on fasse non plus des économies. Voilà. On va voir. Pour le site web, on va continuer, je vous l'ai dit en préambule, la mise aux normes des RGPD, avec notamment la suppression des comptes inactifs, des données anciennes, voilà, qu'on n'a pas le droit de conserver sur notre site. Et plus récemment, et là tout à fait même récemment, on a eu comme ça des indexations par Google des coordonnées de nos adhérents. Donc des gens se sont plaints en disant quand on tape mon nom sur Google, en fait, je tombe sur ma fiche, donc j'ai mes coordonnées, j'ai pas envie. Donc on a travaillé là-dessus aujourd'hui pour que ce genre de choses n'arrive pas. On essaye d'améliorer toujours l'ergonomie et les outils de gestion des adhérents pour ça c'est petite joke pour Simon. Vous avez des rappels, des fois des petits pop-up qui arrivent sur le site. On a amélioré au cours d'année, là c'est tout début d'année, pour que les pop-up arrivent moins souvent, soient plus pertinents, qui vous alertent mieux sur l'état de vos comptes. Par exemple, attention, votre adhésion va expirer, mais voilà, que ça arrive pas tous les jours et toutes les pages. Enfin voilà, qu'on soit un petit peu moins, agressif sur ces petits trucs-là, qui sont fort sympathiques, mais qui peuvent énerver à la longue. Donc voilà, on essaye d'améliorer tout ça. Et voilà ce que je vous ai dit. On améliore le mapping, le référencement Google. Ça, c'est aussi un des projets 2021. Parce que curieusement, alors on voit que l'annuaire des pharmaciens a été fortement indexé, mais il y a certaines choses qui ne le sont pas très très bien donc par Google. Et du coup, je repasse la parole à Mr Simon pour nous parler des perspectives de simulation en santé. Oui, notamment sur les outils DM, avec un projet sur les DMI. Je pense que ça va intéresser pas mal de pharmaciens qui soient DM ou ST, ou les deux. Et puis aussi faire le lien à Alliance Stérilisation, qui est en collaboration avec le groupe hospitalier du Havre, qui a déjà des sphères en fait de stérilisation qui nous permettraient de faire les scénarios pour les agents de ST notamment, et aussi faire découvrir ces milieux que d'ailleurs peu de gens connaissent. Concernant Simupac, on a une longue période de disette, on a laissé un petit peu les outils tourner, ils ont utilisé tant mieux, mais on ne les a pas fait évoluer. Là, on repart à l'aventure avec un binôme pharmacien-préparateur qui est très investi et qui donc devrait pouvoir nous aider à développer le scénario expert et aussi un scénario sur la maintenance de la ZAX qui peut intéresser les équipes. Et avec la perspective, parce que c'est aussi dans ce centre-là, ils sont en plein renouvellement, des nouvelles techniques, que ce soit les MTI, le contrôle des préparations, que ce soit de la vidéo, d'analytique ou que sais-je. Il va falloir un moment aussi se former à ça, parce que aujourd'hui c'est plus anecdotique, ça commence à être la norme, donc il va falloir y penser. Concernant l'outil Atromed Néonat qu'on avait, qui est très spécialisé, qu'on avait déjà présenté l'année dernière, bien la formation à l'échelle du CHU sur plus d'une centaine de professionnels a repris et devrait surtout nous permettre d'un point de vue scientifique et pédagogique montrer que ces outils-là ont une efficacité sur les connaissances, sur les compétences et d'un point de vue de gestion des risques, montrer qu'on arrive à faire baisser des erreurs médicamenteuses, des infections nosocomiales par exemple, ce serait vraiment le top, montrer que ce qu'on produit c'est pas juste pour le fun, mais c'est que ça a vraiment du sens d'un point de vue qualité des soins. D'un point de vue plus technique, je reviens très rapidement sur le Learning Management System pour casser le credo de Patrice, désolé. Ça coûte vraiment très cher et donc on voit qu'on fait rentrer quasi 4 000 euros. Je suis pas sûr que ça suffise à couvrir les dépenses générées par le LMS, mais en tout cas une partie. Donc il faudra peut-être réadapter aussi notre modèle économique de commercialisation des outils. Ça permet surtout, comme l'a dit Paul et redit après Agnès, d'avoir un meilleur suivi apprenant. Et l'exemple type, c'était les internes de DES pour la formation sondage urinaire qui va être mis en place dans vraisemblablement 3 ou 4 régions de France. La première question était comment je fais pour savoir qui l'a fait, à quel moment, est-ce qu'il a bien répondu aux questions. Aujourd'hui, on peut pas. Demain, avec un LMS, on peut. Donc c'est quand même tout l'avantage de ces solutions-là.
Continuer la promotion des outils, bon ça on le fait, on est nombreux à les utiliser, puis ceux qui utilisent en parlent à d'autres, etc. Ça fait un effet boule de neige qui est très sympa. Analyser l'impact pédagogique, et puis démarche en cours, je l'ai dit, pour les tests de pharmacie, pour le sondage urinaire, mais on peut imaginer dans le cadre d'un module de pharmacotechnie, utiliser Simipac, pour la conciliation, pareil, utiliser. Et puis, cette diapo que je peux remettre à chaque fois sur l'innovation, intégrez vos idées, vos propositions. En général, c'est toujours des discussions qui font naître les nouveaux produits, des échanges qu'on a avec vous. Donc, n'hésitez pas, ça nous permet de développer et puis aussi d'être un peu plus autonome dans la création des outils. Et surtout le LMS, tu parlais de ça tout à l'heure, il y a 2 volets dans le LMS qui sont très très importants. L'évaluation des apprenants, d'accord, mais aussi la possibilité pour les gens qui font les formations de se dire, moi je voudrais avoir mes points d'intérêt, les erreurs, de faire eux-mêmes leur scénario et de pouvoir les mettre en ligne sur des outils existants. Donc on utilise les sphères qui existent, mais les points, on les place où on veut, et derrière les points, on met les photos qu'on veut. Et on fait, parce que par exemple, là, si vous allez voir, c'est le logiciel, c'est CrystalNet, mais si vous n'avez pas CrystalNet, du coup, les soignants, ils vont moins se repérer et vous dire, non, mais je ne connais pas ce logiciel. Alors, si vous avez envie de faire la même chose, le même scénario ou un autre sur votre logiciel, voilà. Que les gens, en fait, ou si vous avez envie de mettre en valeur telle ou telle erreur médicamenteuse, vous pourrez le faire grâce à cet outil-là. Ça peut être une perspective, effectivement, pour nous, je pense pas tout de suite, mais peut-être dans 1 ou 2 ans, une fois que ça fonctionnera bien en routine, d'avoir ce système-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'était plutôt réservé à des spécialistes de l'informatique. Je pense à Agnès, je pense à Étienne notamment, qui pouvaient nous faire ces modifications informatiques. Aujourd'hui, c'est plutôt accessible pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est en gros un équivalent PowerPoint où je prends une photo, une vidéo, je la mets là, clic droit, je l'ajoute, je l'enlève. Donc c'est accessible pour moi, et je pense que moi, il y en a beaucoup, alors que des Agnès et des Étienne notamment, il y en a beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus simple. Ah oui, du coup, on arrive à au dernier volet, et après je vais pouvoir vous libérer. Les perspectives avec des questions diverses. Alors, notamment, on est en train de travailler avec le QAP, donc les automates, pour leur créer des listes de discussion, de faire des espaces de documents partagés. Avec la NPPH, on est aussi en train de travailler avec eux, de voir si ça pourrait les intéresser de faire des listes de discussion spécifiques pour les préparateurs, pour que les préparateurs discutent entre eux aussi, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'outils, en fait, pour vraiment discuter de pratiques professionnelles à l'instar des pharmaciens. Dans les évolutions, on en a parlé, c'est l'évolution des listes de discussion vers un autre système, des salons, des réseaux sociaux, enfin voilà, un autre système qui soit donc beaucoup plus séduisant pour les jeunes générations, donc à travailler très certainement. Et à noter aussi pour 2022, l'élection du prochain bureau. Donc voilà, on est une équipe aujourd'hui qui est assez solide, mais on a besoin de jeunes volontés, jeunes ou moins jeunes, de volonté en tout cas pour garder ce dynamisme et pour continuer à faire évoluer l'association au profit des adhérents bien sûr. Voilà, donc les portes sont ouvertes, venez. C'est très très important pour nous en tout cas de continuer à recruter des jeunes comme Paul par exemple, qui va nous dynamiser tout ça. D'accord. Et du coup, je vous remercie de votre attention. Philippe, tu voulais dire un... Ouais, je voulais dire un petit mot sur l'équipe. Vous savez qu'on est tous bénévoles, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y en a beaucoup que vous connaissez absolument pas, mais qui travaillent en sous-main. Là, vous voyez toujours les mêmes têtes, notamment à Opifarm, parce que on peut venir et on peut animer un stand, mais il y en a une bonne dizaine que vous n'avez jamais vu, que vous verrez peut-être jamais, mais qui font le petit travail pénible de modération, de contrôle des petites annonces. Tout ça qui prend du temps, qui est pas très agréable, de correction des fiches wiki pour tout mettre à jour, pour que tout se présente bien sur le site, et voilà. Donc, comme disait Agnès, on est toujours preneur de bonne volonté, parce que quelquefois on peut faire ça un moment, puis on en a un peu assez, c'est bien normal, et nous, c'est pas nous qui allons juger des gens qui lâchent la diff parce que ils ont fait leur temps, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci à vous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une ou deux suggestions à faire, notamment dans ton sens, Philippe. C'est que dans les messageries, il y a souvent des pièces jointes avec des procédures de travail extrêmement intéressantes, mais que très peu de gens ont la bonne idée de transformer en document de travail, proposer en document de travail. Alors là, c'est une source d'infos qui est à valoriser. Et
Philippe est tout à fait prêt. Bien sûr, pas de problème. Donc, si vous avez des documents de travail à proposer, ben, n'hésitez pas. En fait, tous ces protocoles qui circulent ponctuellement dans la messagerie et qui mériteraient d'être pérennisés en document de travail. D'accord. Sinon, l'autre chose que j'avais à dire, c'était que pour le wiki, puisque c'est un peu, je passe pour ma paroisse, c'est qu'on est parfaitement ouvert à des propositions. Il y a ce thème-là qui n'est pas traité, on aimerait que vous le preniez en charge. C'est aussi des demandes auxquels on est parfaitement ouvert. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup, Dominique. Est-ce qu'en visioconf, vous avez aussi des questions éventuellement? Non. C'est Mathieu qui parle. Vas-y, on t'entend. Je vais mettre ça. Tu disais, tu n'as pas de questions, c'est ça? Non, pas de question. C'est dommage, on voit que ta tête, Agnès. Je sais que tu es très belle, mais c'est dommage. J'aimerais bien voir l'assemblée. Ah oui, l'assemblée. Ouais. Mais Ah oui, bonne idée, bonne idée. Attends. Je devrais. Non, je vais pas y arriver. Non, mais c'est pas grave. Les fils sont trop courts. Désolée. On est à peu près une dizaine. Voilà, à vue de nez. Bon, Voilà. c'est cool. Ouais. J'espère que les élections 2022, hein, Carrie, traditionnellement, non, mais j'espère que je pourrai vous accueillir. Eh ben oui, très volontiers. Carrie Lerouet, c'est sympa. Hein. Voilà. Ceux qui étaient présents, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Oui, c'est ça. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup de votre présence. Merci à tous d'être venus. Et puis, je vous dis du coup à l'année prochaine. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir sur le stand puisque on vous accueillera avec grand plaisir. Et un café, même pour les internes. Merci, Étienne.